Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Serial Killer et... Non, cette fois pas d'imitation foireuse, parce que juste non en fait. Alors pour cette vidéo, je vous avais laissé un petit indice dans la dernière vidéo en version longue que vous pouvez trouver juste ici. Et je suis assez déçu de voir que absolument personne n'a trouvé de quoi j'allais parler. Je suis déçu, je suis déception, je suis triste. Du coup, je vous le redonne. Cette fois-ci, nous allons parler d'un duo de détectives. Alors, la grande question qui se pose avant de commencer cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un détective? Alors, un détective, c'est avant tout une personne intelligente payée par des particuliers pour régler certaines affaires qu'ils ne veulent pas voir rendues publiques. Vol, viol, meurtre, on y retrouve de tout. Et il arrive même que ces détectives travaillent main dans la main avec la police qui, débordée, ne pourra pas faire le travail toute seule. Du coup, dans cette émission, nous allons parler d'un duo de détectives assez... particulier. Et oui, comme vous avez pu l'entendre, c'est une série qui a beaucoup de fans à travers le monde. Et oui, dans cette émission, nous allons parler d'un duo de détectives formé par une petite blonde et son père. Attends, Et quoi? nous allons parler de Véronica Mars. Hein? Quoi? Comment ça, vous attendiez pas à ça? Bon alors, Véronica Mars, série créée en 2004 par Monsieur Rob Thomas, qui est aussi le papa du spin-off 90-210. Mais si, vous savez, Beverly Hills. Pourquoi je vous parle de ça? Vous verrez ça à son importance plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, petit fun fact sur la série. À sa création, Véronica Mars est diffusée sur la chaîne UPN, qui est la seconde maman de Buffy contre les vampires. En 2006, UPN fusionnera avec The WB, oui, The Warner Bros. Television Network, la première maman de Buffy contre les vampires, et ces deux chaînes nous donneront The CW, qui plus tard diffusera de très bonnes séries comme Arrow ou Supernatural. D'ailleurs, vous commencez à avoir l'habitude, j'aime bien commencer mes vidéos en parlant des personnages de la série. Mais pas cette fois. Cette fois-ci, nous allons commencer par parler de l'histoire qui est, pour moi, la partie la plus intéressante de cette série. Sauf que pour parler de l'histoire, je dois d'abord parler des personnages. Ouais, non, oubliez ce que j'ai dit en fait, on va commencer par parler des personnages donc. Alors, vous verrez que je vais un peu épurer la liste des personnages pour cette vidéo, parce qu'il y en a vraiment... Donc on va se concentrer sur les personnages qui, pour moi, sont très importants et qui surtout sont présentés dès le début de la vidéo pour éviter les spoils. Et donc avec un nom de série comme ça, on ne peut pas ne pas commencer par l'héroïne de la série, Véronica Mars elle-même. Alors si je devais décrire Véronica comme ça sans réfléchir, je dirais que c'est une personne gentille avec tout le monde, sociable, adorable, fraîche, optimiste et qui respire la joie de vivre. En vérité, je vais pas vous mentir, Véronica c'est un peu l'archétype de l'ado torturé. Un peu trop même. Je vais vous résumer un peu ce qu'on apprend d'elle dans le début de la série. Véronica vit le parfait bonheur avec son petit ami Duncan, sa meilleure amie Lily et ses parents. Sauf que du jour au lendemain, Duncan va la quitter, Lily va être assassinée. Et le problème c'est que son père va commencer à se lancer dans une croisade en disant que c'est le père de Lily qui l'a assassinée. Et du coup il va en être viré. Du coup sa mère va tomber alcoolique, elle va les quitter elle et son père. Et alors que tous les camarades de classe de Véronica la larguent et commencent à l'insulter puisqu'elle croit en la théorie folle de son père, elle va aller à une fête et se faire droguer et violer. Alors franchement, la prochaine fois que vous vous direz que vous avez une vie de merde, dites-vous qu'au moins vous n'êtes pas Véronica Mars.
Et après avoir été viré de son poste de shérif, son père est devenu détective privé et Veronica l'aura en quelque sorte rejoint puisqu'elle travaille officieusement dans le cabinet de son père pendant son temps libre. Ah, tant qu'on y est, Veronica est interprétée par Kristen Bell. Eh, sympa le nouveau système, top de la technologie, t'as vu? Kristen Bell, qu'on a pu voir dans Heroes, House of Lies, et que vous avez beaucoup entendu dans Gossip Girls, puisqu'elle y était la voix off officielle. D'ailleurs, grande question, je suis le seul pour qui Kristen Bell a été un fantasme pendant toute l'adolescence? Hein? Me laissez pas seul. Voilà. Bon bah le second personnage c'est Wallace Fennell. Pour être honnête, Wallace c'est un peu l'acolyte à peine utile de la série. Mais enfin tant qu'on y est, parlons-en. Donc Wallace, c'est un jeune garçon qui va se lier d'amitié avec Veronica après qu'elle l'ait détaché d'un poteau. Ouh, c'est tendancieux. Faites pas ça à la maison les enfants. Et malheureusement, je peux pas vous dire beaucoup de choses sur Wallace, puisqu'on en apprend plus sur lui au fur et à mesure que la série avance. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a 17 ans, il vient d'emménager à Neptune et qu'il y vit seul avec sa mère et son frère. Et le reste, vous le découvrirez en regardant la série. Ah bah si, une dernière chose. Wallace est interprété par Percy Daggs the Third. Percy Daggs 3... Percy Daggs, donc qu'on a pu voir dans Freaks and Geeks par exemple. Et donc le dernier personnage dont je suis obligé de vous parler, c'est Kiss Mars, le père de Veronica. Et c'est pas que j'ai un peu tout dit sur lui, mais j'ai un peu tout dit. Bon, quand même, pour la postérité. Kiss Mars, donc le père de Veronica, c'est aussi l'ancien shérif de la ville de Neptune, maintenant reconverti en détective privé, qui élève sa fille seule depuis le départ de sa femme. Finalement, ce personnage est interprété par Enrico Colantoni, qu'on a pu voir dans Stargate SG1, Monk ou encore Person of Interest. Et comme je vous l'avais dit, j'ai un peu épuré la liste des personnages pour pas que ça dure trop longtemps, donc on va faire le reste des personnages rapidement. Très rapidement. Nous avons donc Duncan Kane, fils du milliardaire Jack Kane et ex-petit ami de Veronica Mars. Il est aussi le frère de Lily Kane, assassiné avant le début de la saison 1. Et il est interprété par Teddy Dunn. Logan Eccles, fils de l'acteur Aaron Eccles, ex-petit ami de Lily Kane et ex-ami de Veronica Mars. Il est interprété par Jason Doring. Eli Weaver Navarro, chef du gang des motards latinos de la ville de Neptune. Car oui, à Neptune, il y a un gang de motards latinos, comme dans toutes les grandes villes du monde. Et il est interprété par Francis Capra. Cindy McMackenzie, elle, je peux pas vous dire beaucoup de choses sur elle, à part le fait qu'elle soit super canon. Mais c'est un peu la technicienne de l'équipe, et elle est interprétée par Tina Majorino. Et il y a encore lui. Non, il y a trop de personnages, je m'arrête là, moi. Mais du coup, vous devez vous demander à quoi ça ressemble les relations entre les personnages. Non? Du tout? Ah, mais c'est dommage parce que moi, en fait, je vous ai fait un graphique. Et ouais, non, mais pas le choix, on va le regarder maintenant. Au départ, il y avait Liane Mars et son mari, Kiss. Puis est arrivée Veronica. Veronica avait une meilleure amie, Lily Kane, née de l'union entre Jake et Celeste Kane, mais aussi un frère, Duncan, et un petit ami, Logan Eccles, fils d'Aaron Eccles, l'acteur. D'ailleurs, le frère de Lily, Duncan, était le petit ami de Veronica, mais il a été méchant et a rompu avec elle. Et peu de temps après, Lily est morte. Et la nécrophilie n'étant pas encore légale au moment des faits, Logan s'est retrouvé seul. Et sinon, je vous ai parlé des Eccles? Non, parce qu'il y a... Pardon, je m'emporte. J'aime bien les graphiques, c'est rigolo. Et vous verriez celui que je vous ai préparé pour la version avec spoil. Et là, le lien avec Beverly Hills, c'est vachement plus flagrant. Bon, je vous préviens, là, on va rentrer dans la technique. Ouais, je vous avais promis de vous parler de l'histoire. Mais avant, je dois placer un truc super important. Je dois absolument placer le contexte socio-économique de la série. Ah non mais revenez, mais... Je te jure, toi, si tu cliques sur cette petite croix, je vais pardon, je m'emporte. Donc ouais, le contexte socio-économique, je vous promets, je vous jure, c'est pas aussi chiant que ça en a l'air. Et en plus, c'est essentiel pour comprendre la série. Tout d'abord, je vais laisser Veronica vous présenter la ville. Neptune, California, a town without a middle class.
Et je vais commencer en vous disant que je suis pas d'accord. Je vous ai pas passé l'extrait en entier, mais dans cette partie du pilote, Véronica nous dit que dans Neptune, soit vous êtes riche, soit vous travaillez pour les riches. Et je dis bullshit. Comme ça, genre là, violent, bam, bullshit. On va prendre un exemple plutôt concret. Les magasins. Ouais, regardez, Wallace par exemple. Il travaille dans un magasin. Est-ce qu'il est riche? Non. Est-ce qu'il travaille pour des riches? Non. Donc est-ce qu'il vit à Neptune? Et puis je vous remets l'extrait. Neptune, California, a town without a middle class. Et là encore, je dis bullshit. Il y a bien 3 classes sociales à Neptune. Les riches, qu'on va ici symboliser par Logan, pour le fun. Les pauvres, qu'on va ici symboliser par Weevil. Et la classe moyenne, qu'on va symboliser par Véronica. Et ne me dites pas qu'elle ne fait pas partie de la classe moyenne, parce qu'elle n'est pas riche. No sack dinners tonight. Tonight, we eat like the lower middle class to which we aspire. Fire up the bocce. For real steaks. Et elle n'est pas pauvre non plus. Je doute qu'un pauvre puisse se payer une voiture comme celle-ci. Mais du coup, vous demandez un peu pourquoi je vous raconte tout ça, parce qu'on s'en fout un peu des classes sociales à Neptune, non? Bah en réalité, pas vraiment. Puisqu'en fait, la série va prendre une allure de guerre des classes. Les riches vont attaquer les pauvres parce qu'ils sont pauvres, et les pauvres vont attaquer les riches parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez punis pour leurs crimes, avec les classes moyennes au milieu. Et du coup, c'est là qu'on va parler de l'histoire. Mais vous savez, en réalité, l'histoire... je vous l'ai déjà faite. 2 fois. Gomena... Ah non, pas encore, hein! En réalité, l'histoire, c'est pas non plus que ce que je vous ai raconté. Faut préciser qu'après le meurtre de Lily Kane, un homme a été arrêté, mais Véronica et son père, ils y croient pas beaucoup trop. Et du coup, Véronica, elle va, de son côté, tenter de prouver qu'il y a un plus grand secret caché derrière cette affaire. Bon, je vais pas vous mentir, l'histoire est assez basique au final. Par contre, ce que j'aime dedans, c'est son développement. Je dois vous l'avouer, ce système d'épisodes en one-shot avec un fil rouge derrière me plaît vraiment. Je veux dire, c'est le meilleur système au monde! Et pas juste parce que c'est le système de Doctor Who. Non, 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 non. En fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est un style qui me plaît énormément. Vous avez dû noter au fil de ces 2 dernières émissions que je parlais beaucoup plus de l'histoire que du reste. C'est parce que pour moi, une bonne série doit avoir une bonne histoire, un bon développement, autant au niveau des personnages que de l'intrigue. Et il faut savoir se renouveler, pas toujours faire la même chose, ne pas réutiliser un format simple qu'on peut copier-coller partout. N'est-ce pas, Walking Dead? Et du coup, ce système de faire des épisodes détachés les uns des autres, mais reliés par une même trame de fond, je trouve ça absolument extraordinaire. On peut en faire n'importe quoi. On peut faire voyager nos personnages dans 2 mondes totalement différents, leur faire vivre des aventures complètement différentes les unes des autres, en reliant le tout par un simple personnage, une simple image, une simple combinaison de mots. Eh, par de là, méchant loup. Enfin bref, voilà pourquoi moi je kiffe ce genre d'histoire, et je dois avouer que celle de Véronica Mars m'a absolument laissé sur le cul. Elle est tellement bien gérée. Elles sont tellement bien gérées. Parce que oui, comme dans Doctor Who, chaque saison a son arc narratif propre. Et ils sont tous absolument géniaux, même si mon préféré reste bien entendu celui de la première saison. En tout cas, certains épisodes sont menés d'une main de maître et sortent complètement de l'ordinaire. Et souvent, la grosse révélation de fin de saison vous laisse sur le cul tellement vous y attendiez pas. Un peu comme quand vous croyiez que j'allais parler de Sherlock, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié un truc. Bah ouais, la musique. Véronica Mars étant une série qui se voit énormément dans son temps, on y retrouve beaucoup de musique populaire. Donc, si, comme moi, vous avez eu un orgasme en entendant cette musique, eh ben, vous y habituez pas. Et ouais, dans la liste des musiques utilisées dans la série, on retrouve autant du Rihanna comme des classiques tels que The Who. Et le pire, c'est que le mix se fait vachement bien.
Il faut avouer aussi que les musiques d'ambiance composées par Josh Cramon sont assez présentes et même si elles sont pas forcément mémorables, à part peut-être le thème de fin, elles collent très bien à ce qu'on voit à l'écran. Donc je donne 15 pouces verts à... Mais qu'est-ce que je raconte moi? Et pour finir sur la musique, je voudrais quand même saluer le générique de début de la série We Used to Be Friends des Dandy Warhols. Tout simplement parce que la chanson colle tellement bien à l'esprit de la série. Je veux dire, que ce soit cette guitare criarde, que ce soit ce tempo assez rapide, ou même les paroles, tout colle, la chanson est géniale, et en plus le montage qui est fait par-dessus est top. Donc 42 tasses de café moulu pour... Ok, faut vraiment que je reprenne le contrôle de cette émission, moi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va se regarder le générique, juste pour le fan. On tiendra quand même à noter qu'outre les musiques, pas mal de choses sont marquantes dans cette série, en particulier les thèmes qu'elle aborde. Parce que oui, Veronica Mars est une série avec une femme qui botte des culs sans avoir besoin de l'aide de personne pour le faire. Mais soyons honnêtes, c'est assez rare quand même. C'est souvent mal utilisé, on retiendra par exemple Charn, dont je vous parlerai dans une émission un jour ou l'autre, où les sorcières peuvent rien faire sans Léo, leur être de lumière, en quelque sorte. Bien entendu, elle se sert de plusieurs personnes pour réussir son coup, mais on la voit aussi réussir seule un bon paquet de fois. Et là, vous devez probablement vous dire « Eh mais vas-y, quel gros machiste, il a dit qu'elle sert des gens, vas-y, son émission c'est de la merde, mais quel gros enfoiré !» Déjà, random viewer, merci de regarder, ça me fait toujours plaisir. Mais la réalité, c'est que oui, Veronica se sert des gens. D'ailleurs, la présence de certains personnages dans la série n'est expliquée que parce que Veronica a besoin d'eux, et rien d'autre. Je trouve que c'est assez dommageable au final, parce que la série parle d'une jeune fille qui est assez indépendante et intelligente, mais qui, pour le coup, n'hésite pas à manipuler des gens pour arriver à ses fins. Et personnellement, ça me dérange un peu quand même. Enfin bref, malgré tout ça, la série a eu son petit succès puisque rien qu'en Amérique, à la première diffusion de chaque épisode, ça tournait entre 2 et 4 millions de spectateurs. Et c'est pas mal. S'il vous plaît, si vous pouviez me donner un millième de ça, ce serait génial quoi. Mais malheureusement, la série n'a pas une très bonne vie. La saison 3 n'est faite que grâce à une certaine mobilisation des fans et à l'amour que la présidente du PN portait à la série. Mais l'audience de la série passant sous la barre des 2 millions à la fin de cette 3e saison, elle est annulée. Et c'est dans ce genre de situation qu'on peut voir à quel point certaines séries sont aimées. Pour vous donner une petite idée de la mobilisation des fans dont je vous parlais tout à l'heure, pour que la série soit renouvelée pour la saison 3, ils ont distribué pour à peu près 18 000 $ de DVD de la série dans des bibliothèques à travers tous les USA. C'est énorme! Mais c'est pas tout! Les fans sont allés jusqu'à créer divers fansites qui contiennent beaucoup d'informations sur la série, des trucs qu'on voit pas forcément dans les épisodes. Ils sont allés jusqu'à noter plein de trucs en arrière-plan, c'est absolument génial. Et d'ailleurs ces sites m'ont été très utiles pour la préparation de cette émission. Donc j'aimerais faire des gros shoutouts à marsinvestigations.net et au fansite Veronica Mars français, dont les liens seront dans la description de la vidéo. Donc merci aux fans, merci aux admins des sites. Moi, je vous aime. Mais malgré tout ça, en 2007, la série s'arrête pour audience trop faible. Et ouais, parce que 2 millions, c'est pas assez, hein, pour eux. Mon dieu, je me demande ce que ça donnerait si j'avais des producteurs, moi. Monsieur Venom. Madame la productrice. Monsieur Venom, vous avez vu aux dernières audiences? Ça ne va pas du tout. Ouais, je sais, mais j'y suis pour rien. Enfin, vous voyez, le public, puis c'était alpha, et puis... Mais le public n'a pas suivi. Ouais, mais... Il n'y a pas de mais. Vous allez être obligé d'arrêter votre émission. Arrêtez mon émission? Mais... mais en fait, vous pouvez pas, on est sur internet, je fais ce que je veux. Si, on peut. Non, vous pouvez pas.
Moi, je vous dis que si. Et moi je vous dis que non. C'est moi la productrice, c'est moi qui donne l'argent. J'ai dit si. Mais malgré ça, Rob Thomas reste confiant et annonce qu'il aimerait continuer l'aventure sous un format nouveau, peut-être en roman, peut-être en livre, peu importe. Et là, ça devient un peu n'importe quoi, puisque pendant près de 5 ans, on enchaîne information contradictoire sur information contradictoire. Se fera pas, l'avenir est assez incertain, jusqu'à un certain 13 mars 2013, où Rob Thomas lance un projet Kickstarter pour faire un film. Il demande aux Marshmallow, les fans de la série, de donner 2 millions de dollars pour faire le film et l'objectif sera atteint en 10 heures, presque aussi rapidement que le film Noob. Au final, le Kickstarter récoltera près de 6 millions de dollars, devenant le 3e projet le plus important fait sur Kickstarter. Et ouais, ça déconne pas chez les Marshmallow. Du coup, le film est sorti en mars 2014 dans le monde entier et a été plutôt bien reçu. Véronica Mars, le film, c'est la preuve qu'on peut ressusciter une série au grand écran sans prendre les fans pour des cons. Un Dead Like Me. Alors, comme le film fait directement suite à la série, j'en parlerai pas vraiment ici, mais je vous invite, si vous êtes intéressé, à cliquer juste là sur la télé, genre Top Technologie, pour aller regarder la vidéo avec spoil où je parlerai beaucoup plus en détail de ce film. Tout ce que je dirais ici, c'est que le film est encore bien dans l'esprit de la série malgré les années qui ont passé et que c'est une bonne alternative à la fin de la série qui pouvait sembler un peu décevante sur certains points. Et bah écoutez, this is it guys, la fin de ce 3e épisode de Serial Killer. Sincèrement, je penserais pas qu'il serait fini un jour, mais le voilà. Alors du coup, eh bien, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine émission. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, voire même, si vous êtes des fifous et que YOLO c'est votre credo de vie, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais alors là, vraiment, ce serait fou de faire ça, quoi. Enfin voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur cet épisode et nous on se retrouve dans cette télévision pour la version avec spoil de cet épisode ou bien dans quelques temps pour le 4e épisode de Serial Killer. En attendant, portez-vous bien et à plus tard les gens.